nous allons parler du genre. On va définir pendant que je me maquille ce que c'est que le genre. Avant de te mettre des cochonneries sur le visage, tu prends de l'eau de rose bio avec un coton réutilisable pour laver ta conscience écolo. Alors, pour cette vidéo, sache que je m'inspire énormément de ce livre qui est l'introduction aux études sur le genre par 4 chercheurs incroyables qui sont Laure Bérénice, Sébastien Chauvin, Alexandre Jeunet et Anne Revillard. Cette introduction est très complète et je l'ai utilisée pour te faire une vulgarisation de ce que c'est que le genre et remettre un peu les pendules à l'heure, étant donné que malheureusement le fantôme de la théorie du genre, ce spectre, est encore beaucoup trop présent. Alors avant toute chose, il faut que tu saches que là je me place dans une perspective constructiviste du genre. Donc c'est pas grave si ça n'a pas trop de sens pour toi, mais disons que c'est une définition qui fait que je considère que le genre est singulier, parce que c'est, et non pas les genres, parce que c'est un système. C'est un système qui catégorise en 2 sexes. Donc, je sais pas si tu vois, là du coup, la différence entre sexe et genre, t'as le genre qui est au-dessus et qui divise en 2 la société, les hommes et les femmes. Mon professeur adoré qui a créé cette passion en moi sur des études de genre, Alexandre Jeunet, utilisait la métaphore des lunettes de genre. C'est-à-dire qu'on met des lunettes qui nous font voir la société d'une certaine manière. Donc bicatégorisée entre les hommes et les femmes. Là on est bien? Est-ce qu'on est unifié? Est-ce qu'on est harmonisé? Cette division elle hiérarchise. C'est-à-dire que tu as ces 2 pôles, hommes et femmes, qui non seulement sont donc divisés, mais en plus sont hiérarchisés. C'est-à-dire que les valeurs et les représentations qui sont associées par nos lunettes de genre à chaque sexe sont plus ou moins valorisées, en faveur des hommes bien sûr. Toutes les caractéristiques et représentations masculines du sexe masculin, elles vont être mises en avant par rapport aux caractéristiques qui sont vues comme féminines. Donc le genre est une construction sociale, puisque socialement, on est divisé en 2, les hommes et les femmes. Quand je disais perspective constructiviste, ça s'oppose entre autres à une perspective essentialiste, qui serait qu'on est naturellement, par essence, des hommes et des femmes. Et donc là, la fameuse phrase de Simone de Beauvoir qu'on a toutes et tous entendue, on ne naît pas femme, on le devient, c'est cette idée-là. Le genre est une construction sociale. On apprend les comportements qui définissent notre genre, et ils ne sont pas naturels chez nous. C'est-à-dire que moi, naturellement, je ne sais pas me maquiller. J'ai appris parce que c'est ce qu'on attend d'une femme. À peu près, qu'elle sache se maquiller, tu vois. C'est un peu orange tout ça, hein. On est d'accord. Donc le bronzer Kiko, toujours. Ça n'a pas changé, il est trop bien. Donc en plus de diviser en 2, de hiérarchiser en faveur des hommes, en plus ces lunettes de genre opposent les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste différents, on est opposés. Par exemple, la virilité s'oppose à la douceur. Tu vois, tu peux pas être viril et doux. Si t'es doux, t'es un, entre gros guillemets, PD. Je te renvoie à l'article d'Isabelle Claire, Le PD, la pute et l'ordre hétérosexuel. Je te noterai en bas. Il est vraiment très bien et je pense qu'il est accessible assez facilement. Au pire, tu m'envoies un mail et je te l'enverrai parce qu'il est très très bien. Putain, je suis orange. Faut que je m'achète un nouveau fond de teint. Dans cet idéal social, il n'y a aucune porosité. Entre l'homme et la femme, on est purement opposés. Il y a comme une ligne qui nous sépare et on est donc soit d'un sexe, soit de l'autre. Donc dans cette perspective-là qui nous sépare, chacun appartient à un seul sexe et est obligé de s'adapter aux caractéristiques de son sexe. Et comme je le disais, si tu ne fais pas partie, si tu ne corresponds pas aux caractéristiques de ton sexe, il y a sanction. Donc sanction verbale, sanction physique parfois au vu des agressions qui ont lieu,
mais il y a aussi des sanctions indicibles. Notre jugement qu'on a intériorisé, par exemple, moi quand je vais sortir pas maquillée, je vais me dire ah peut-être que les gens considèrent que je suis négligée, tu vois. C'est intériorisé. Ou les hommes qui vont se plaindre de pas avoir de muscles et de pas avoir de bras costauds, tu vois. C'est ce genre de choses. On a intériorisé les caractéristiques et on se censure et on se sanctionne nous-mêmes de ne pas les appliquer. Au point où j'en suis dans ma démonstration, tu vas pouvoir me dire, oui mais du coup tu nies complètement l'existence des hommes et des femmes, et du coup comment on fait quand on est différent physiquement, on est différent génétiquement, du coup comment tu fais pour intégrer ça dans ton argumentation? Eh bien je te réponds que considérer que les deux groupes hommes-femmes sont socialement construits ne veut pas dire qu'on nie les différences et les réalités anatomiques. À savoir qu'il y a des pénis et il y a des vagins. Sur ce point, je propose qu'on passe au highlighter. Oh, j'ai un nouveau highlighter. Il m'a coûté une blinde, mais je le voulais depuis des mois. C'est le highlighter MAC. Il est extraordinaire. Il est juste absolument extraordinaire. Et j'utilise un pinceau trop mignon pour l'appliquer. Parce qu'il est tellement brillant qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Bref, donc on repasse au pénis et au vagin. Toute la culture et toute notre hiérarchie sociale qui s'est créée autour de juste de réalités anatomiques différentes, c'est aberrant. Enfin, on ne peut pas justifier toute cette construction uniquement parce que il y a des différences anatomiques. On est dans notre société, on est obligé de devenir un homme et une femme à cause de nos parties génitales. C'est-à-dire que quand même ce qu'on a dans le pantalon nous détermine. C'est hardcore. Un exemple quand même très important pour te montrer cette importance de la bicatégorisation. C'est des chiffres qui sont très difficiles à avoir, mais il y a beaucoup de chercheurs qui s'accordent pour dire qu'il y a entre 1 et 2% de bébés qui naissent avec des parties génitales indéterminées. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir si c'est un pénis ou un clitoris, par exemple, où on va pas, enfin ça va pas être clair. Tu vois, on s'imagine que c'est évident, on a soit un vagin, soit un pénis, mais en fait, il y a 1 à 2% de bébés qui naissent et qui sont assignés à un sexe complètement arbitrairement par les médecins. C'est-à-dire qu'on va te prendre ton bébé et tu ne sauras pas ce qui s'est passé, mais il aura été opéré, ou il aura procédé à quelque chose, ou il aura été assigné uniquement au niveau identitaire à un homme ou une femme. Et en fait, tu vas dire oui, mais la génétique, on fait en fonction, on vérifie. Et ben non, dans ces opérations-là, quand il y a chirurgie qui doit avoir lieu, on n'en a rien à faire des chromosomes. C'est-à-dire que la génétique n'est absolument pas prioritaire, tu vois. On va plutôt se préoccuper de... J'ai oublié les chiffres exacts. Mais en gros, en fonction de la taille du pénis ou du clitoris, on va déterminer si c'est un pénis ou un clitoris. Tu vois ? Et on va dire, bah du coup, vu que ça fait plus de 3 cm, bah c'est un homme. Et ça fait moins de 3 cm, bah c'est une femme. Et on va pas se préoccuper d'aller vérifier qu'il a des chromosomes XX ou des chromosomes XY. C'est donc la preuve que tout ce qui pourrait invalider ce système binaire pénis-vagin, homme-femme, est invalidé. C'est-à-dire qu'il ne doit pas exister. Il est même pas, on n'en parle même pas aux parents, tu vois, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. C'est pour ça que les chiffres sont très difficiles à avoir. Tu as des associations d'intersexués qui disent que l'intersexualisation concernerait près de 15% de la population. Je vais revenir à la chercheuse Isabelle Claire, mais cette fois je vais mentionner un de ses bouquins qui s'appelle Sociologie du genre, dans lequel elle émet 2 hypothèses, enfin une hypothèse qui me plaît pas mal, c'est que le genre aurait beaucoup de portes d'entrée dans la société, mais elle en aurait 2 principales, qui sont le travail et la sexualité. Au niveau du travail, il y a hiérarchisation, c'est-à-dire que le travail productif, ce qui produit, va être valorisé par rapport au travail domestique, au travail familial ou au travail reproductif. Donc les tâches
qui sont plutôt féminines. En fait, il y a division sexuelle du travail, qui est, même si elle est en progrès, elle reste indéniable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes au foyer que d'hommes au foyer. Et donc du coup, on invisibilise le travail des femmes. C'est pour ça qu'on dit que quand on est femme au foyer, on ne travaille pas. Alors que putain, un autre exemple qui m'a assez frappée parce que j'y avais jamais pensé, c'est à partir du moment où le travail de secrétaire s'est féminisé, où les femmes ont commencé à être secrétaires au lieu des hommes, et ben le travail a été dévalorisé. C'est-à-dire qu'il a commencé à être moins payé, ou voire à être nié. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, dans des services d'hôpitaux, on dit oui, mais on n'a pas besoin de secrétaire, bientôt ce sera tout automatisé, on n'aura plus besoin de... Enfin, les machines s'en occuperont. En gros, une secrétaire, ça trie juste des papiers, quoi. Et quand on aura des dossiers électroniques, les ordis pourront le faire. C'est faux. T'enlèves les secrétariats des hôpitaux, les services des hôpitaux s'effondrent. Mais le fait que ce soit des femmes qui le fassent, on considère que c'est des propriétés, des caractéristiques naturelles, tu vois. C'est-à-dire que les femmes sont faites pour faire ça, pour trier et organiser, et pour être derrière les hommes, tu vois. Par exemple les médecins ou les profs, ce genre de choses. Et donc du coup, leur travail est complètement invisibilisé. C'est-à-dire que il est dévalorisé parce que c'est soi-disant naturel chez les femmes de faire ça. Alors que quand c'était les hommes qui étaient secrétaires, on pensait pas du tout comme ça. Donc ça, c'était un bel exemple qui montre comment la domination masculine persiste dans nos sociétés et par les rapports de genre et par ce système bicatégorisé qu'on appelle le genre en fait. La deuxième porte d'entrée principale du genre pour Isabelle Claire, c'est la sexualité. Pour elle, la sexualité est la matérialisation des rapports entre les deux sexes. J'exclus pas la sexualité homosexuelle dans ça. Attends, j'y arrive. Donc ça se présenterait de deux manières, cette sexualité qui est profondément genrée. Déjà, le désir masculin complètement prédominant par rapport au désir féminin. Donc, par exemple, l'éjaculation masculine va signer la fin du rapport sexuel, dans la majorité des cas, parce que c'est comme ça que ça se passe, parce que quand le mâle a joui, c'est fini, tu vois. Et donc, ça fait que la jouissance féminine est moins mise en avant, et que les désirs de l'homme sont plus mis en avant, enfin voilà. Je pense que tu vois à peu près de quoi je parle. Mais c'est aussi... ce rapport de genre très fort entre les sexes amène une injonction à l'hétérosexualité, c'est-à-dire que dans les couples homosexuels, on va avoir les remarques et les interrogations de qui c'est qui fait le mec, tu vois, qui c'est qui fait la fille, et ce sera un poids extérieur. On suppose qu'il y a nécessairement pénétration et que l'homme qui se fait pénétrer est une fille, est une femme. Voilà, c'est dans ce sens-là que la sexualité matérialise les rapports de genre. Enfin, quand les deux personnes sont de même sexe, il y a cette injonction à bicatégoriser. Ça, là je suis partie un peu loin, c'est plutôt moi qui parle, c'est pas tant Isabelle Claire. Donc dis-moi si t'es pas d'accord avec moi. Dans les commentaires, je suis prête à ouvrir la discussion là-dessus, surtout qu'en tant que personne plutôt hétérosexuelle, je maîtrise pas forcément très bien la question. Donc fire away et dis-moi tout. Donc face à ça, la solution c'est quoi ? T'en as qui te diront qu'il faut dégenrer, donc ils sont anti-genre, ils ne devraient pas exister. Dégenrer le monde, est-ce que c'est une solution ? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait pas renier les cisgenres et les transgenres, donc les personnes qui considèrent être passées d'un sexe à un autre ou qui s'accordent avec leur sexe ? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait pas la solution intégrer plus de flexibilité ? Donc accepter les identités de genre multiples, qui en est beaucoup plus que cisgenre et transgenre, tu vois, qu'il y ait agenré. Est-ce que ce serait adoucir les impératifs de genre et doucement glisser vers une égalité des sexes
et de toutes les identités de genre. Je pense que ça c'est la solution. Je sais pas comment on y arrive, je sais pas par quel système on passe, et je pense que le premier pas, c'est de savoir de quoi on parle et de pas avoir peur de cette notion de genre et d'être à l'écoute de tout ce que toutes les personnes te diront sur leur identité et sur comment elles se considèrent. Voilà mon argumentation pour l'instant. Je vais de ce pas mettre mon rouge à lèvres. Et on enlève le super bandana de quand on avait 6 ans. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Tu m'as beaucoup demandé de refaire une vidéo qui ressemble au maquillage et féminisme. Donc je me suis dit que voilà, j'allais me remaquiller devant toi en racontant des choses qui me tiennent à cœur. Si ça t'a plu, encore une fois, tu peux me le dire et je recommencerai. Je retrouverai des sujets dont je pourrais te parler. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce. Oublie pas de t'abonner pour me retrouver toutes les semaines. Je propose que tu ailles voir ma vidéo de la semaine dernière par ici. Et tu peux me suivre sur absolument tous les réseaux sociaux à Loupch, c'est écrit juste en dessous. Moi je te fais un bisou plein de rouge à lèvres, pas encore sec. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.